Bonsoir madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur JBS Télévision. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans le cadre du grand format de l'actualité. Bienvenue à cette édition du journal. En grande une de cette édition, 20 septembre 1960, 20 septembre 2017, 57 ans que le Cameroun est aux Nations Unies. Les Camerounais se souviennent au moment où se tient la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, enjeu d'un sommet dans cette édition du journal. Les prisons camerounaises sont devenues des poudrières. La question se pose au moment où la tentative d'évasion d'un prisonnier hier à Bafoussam a abouti à une mort d'homme. Et puis au Kenya, la décision de la Cour suprême d'invalider les élections présidentielles conduit à un affrontement entre les partisans du régime au pouvoir et l'opposition. Et voilà qui va constituer le plat des résistants de ce journal. Madame, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue aux 21h. Vous êtes sur JBS Télévision. Nous le disions en titre, 20 septembre 1960, 20 septembre 2017, cela fait 57 ans que le Cameroun a été admis à l'Organisation des Nations Unies ONU. Les Camerounais s'en souviennent au moment où le président de la République, son Excellence Paul Biya, invité par le secrétaire général de l'ONU, prend part à la 72e session de l'Assemblée générale de cette instance mondiale. Voici les enjeux d'un sommet historique avec vous, Ben Adjali. 20 septembre 1960, 20 septembre 2017. Il y a 57 ans, le Cameroun devenait membre de l'Organisation des Nations Unies, née des centres de la Société des Nations après la Deuxième Guerre mondiale. Ce jour anniversaire coïncide avec l'invitation par le secrétaire général de l'instance fêtière mondiale, Antonio Guterres, du président Paul Biya à son 112e Assemblée générale tenue à New York, aux États-Unis, du 19 au 25 septembre 2017. C'est l'occasion pour le chef de l'État camerounais de nouer et de renforcer des contacts avec les autres dirigeants du monde, de poursuivre le plaidoyer sur certains grands sujets préoccupants de l'heure, au plan international, sous-régional et national. Au nom de ceux-ci, la paix, la sécurité, la lutte contre Boko Haram, la gestion des réfugiés, les changements climatiques, la crise économique, la lutte contre la pauvreté. Évidemment, figure en bonne place dans l'agenda présidentiel le rappel de l'apport de l'ONU par son Conseil de sécurité, dont 15 émissaires ont visité le Cameroun en mars 2017 pour évaluer l'impact des exactions de Boko Haram dans la région du lac Tchad en matière de sécurité sur la vie des populations. À la tribune de cette principale association, où se traitent des questions qui transcendent les frontières nationales et qui ne peuvent être résolues de manière individuelle par un seul pays, le président Paul Biya, à qui revient la paternité plastique à menace globale, riposte globale, rappellera, s'il en était encore besoin, que le groupe terroriste Boko Haram constitue encore une menace pour le Cameroun et l'ensemble des pays de la région. Elles sont bonnes, les relations entre le Cameroun et l'ONU, dont les opérations de maintien de la paix par les casques bleus du Conseil de sécurité recrutés aussi au Cameroun, s'investissent dans la paix, la sécurité et la prospérité mondiale. Le champ d'intervention de l'ONU dans le pays du chef de l'État Paul Biya, très attendu le 22 septembre 2017 à la tribune de la 72e Assemblée générale des Nations Unies à New York, est vaste. Tous les systèmes des Nations Unies ont une représentation dans le triangle national. Et voici une activité qui participe à l'économie. Nous sommes à Douala. C'est ce 20 septembre 2017 que le ton a été donné dans le littoral sur les journées régionales du tourisme. C'est un prélude à la 38e édition de la Journée mondiale du tourisme qui sera célébrée le 27 septembre prochain. Une semaine intense d'activités dont le kick-off a été donné ce jour par le gouverneur de la région du littoral. Reportage. Les journées régionales du tourisme du littoral ont été ouvertes le 20 septembre à la délégation du ministère à Douala en prélude à la 38e édition de la Journée mondiale du tourisme 2017 sous le thème « Tourisme durable, outil du développement ». C'est le gouverneur de la région du littoral qui présidait les travaux, accompagné du préfet de Vouri et plusieurs autres autorités de la ville. Après le mot de bienvenue du délégué régional du tourisme et de loisirs, le patron de la région du littoral, Samuel Dieudonné Eva Dibois, a présenté le
le Cameroun qui a terminé l'année 2016 avec à son actif 560 milliards de recettes touristiques. Un chiffre qui démontre à suffisance la place de choix qu'occupe le tourisme dans l'économie de notre pays depuis l'obtention du statut de destination touristique par le Cameroun en 2010, synonyme du cap de 500 000 arrivées par an selon l'Organisation mondiale du tourisme. Les sites touristiques, nous avons dit tout à l'heure, sont nombreux et variés. Certains sont assainis, sont embellis, sont sécurisés. Donc ils constituent une attraction pour les touristes. Et sur le plan de l'hébergement, la carte hôtelière affiche extrêmement importante. Nous avons près de 635 hôtels opérationnels dans la région du littoral pour près de 10 600 chambres. Cette attraction que le Cameroun exerce sur le tourisme ne cesse de croître. En 2015, le secteur touristique camerounais a contribué à hauteur de 3,1% au PIB et généré environ 2,7% des emplois. En 2016, la contribution du secteur touristique s'est améliorée sensiblement pour atteindre le taux de 5,3% du PIB national. Occasion pour le gouverneur d'appeler les opérateurs économiques à mieux se préparer pour la CAN à venir que le Cameroun va accueillir. Quelques groupes de danse traditionnels présents ont rehaussé l'événement. C'était là un reportage de Jackson Jock sur les images de Constantin Nodomki. Toujours à Douala, les responsables des PMI étaient en relation ce jour à l'hôtel Vallée des Princes à Douala avec ceux de l'entreprise pétrolière Bessing Petroleum. C'était dans le cadre des activités organisées par la bourse de sous-traitance et partenariat baptisé Journée Fournisseurs. Pour en savoir plus, voici le reportage de Ben Adjali et André Kicho. Centre d'information et de développement des métiers de la sous-traitance, la bourse de la sous-traitance et de partenariat du Cameroun, BSTP en abrégé, plateforme de mise en relation des PME-PMI avec les grandes entreprises nationales et internationales, a organisé le 20 septembre 2017 à l'hôtel Vallée des Princes à Douala la énième journée des fournisseurs. Éclairage de Yameni Évariste, directeur général de ce groupement d'intérêt économique créé le 8 mai 2013 par le gouvernement camerounais sur cette journée. Les fournisseurs consistent ici à faciliter le partenariat entre grandes entreprises et PME et faciliter l'accès des marchés aux PME locales. Parce que parfois il y a un manque d'informations, nous ne sommes pas informés sur les marchés qui existent. Or, nous facilitons à ce qu'elles soient informées sur les marchés imminents et futurs. Qu'est-ce que pas davantage pour accéder à ces marchés-là? Cette fois-ci, donneur d'ordre, c'est l'entreprise Bessing Petroleum qui était mise en relation avec les responsables de petites et moyennes entreprises. Avec la BSTP, nous voulions quand même donner l'opportunité à certaines entreprises de pouvoir faire leur offre de services parce que déjà nous voulons encourager l'entrepreneuriat camerounais et grâce à BSTP, nous aurons l'opportunité peut-être d'avoir de nouveaux fournisseurs avec qui nous pourrons avoir des relations fructueuses. L'initiative de la BSTP, point de rencontre entre l'offre et la demande en sous-traitance industrielle, a été bien accueillie. Ce n'est pas évident qu'un promoteur de PME, qu'il soit nouveau ou ancien, ait la possibilité d'accéder dans une entreprise, une grande entreprise, pour être sous-traitant. Par conséquent, il est plutôt nécessaire d'avoir des journées comme celle-ci pour clarifier et de présenter les démarches, qui sont les démarches simples et logiques, qui permettent à ce qu'un promoteur, quand il crée son entreprise, qui peut aller soumissionner, qui peut aller présenter ses offres dans une grande entreprise et suivre les procédures afin qu'on le retienne pour faire des travaux. Les secteurs d'activité de la bourse de traitance et de partenariat du Cameroun sont nombreux. Aujourd'hui, le secteur pétrolier, demain. Ils sont en cours de prospection. Par exemple, Camtel, qui s'est montré très favorable à une journée fournisseur qui va être organisée bientôt. Outre les journées fournisseurs qui consistent à mettre en relation donneurs d'ordre et PME, la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun renforce les capacités de celle-ci, promeut les entreprises au Cameroun et à l'étranger. La liste de ces services n'est pas exhaustive.
Cap sur la capitale politique camerounaise Yaoundé pour une Afrique excellente et émergente. Les membres de l'initiative africaine pour le leadership biblique ABLI et des hommes de Dieu sont réunis à Yaoundé. C'est à la faveur de la 7e édition du Forum ABLI, ouverte solennellement ce 20 septembre 2017. Rappelons que cette édition est chapeautée par le président de l'Alliance biblique du Cameroun, le docteur révérend Charlemagne Djitémé. Judith Ndongo, Loïc Gebna. Excellence dans le leadership des jeunes, cohésion sociale et dialogue interreligieux, succès à tous, leadership et questions du genre. Ce sont là des thèmes à l'ordre du jour du Forum African Biblical Leadership Initiative, en français Initiative africaine pour le leadership. Forum dont la cérémonie d'ouverture de la 7e édition au Palais des Congrès de Yaoundé est marquée par une leçon inaugurale sur le leadership en Afrique. Quand il s'adresse à l'assistance, le docteur Delanio Adadevo de l'International Leadership Foundation des États-Unis d'Amérique indique comment honorer le passé, profiter pleinement du présent et façonner l'avenir. Après l'Éthiopie en 2009, 2010 et 2011, l'Ouganda en 2012, le Ghana en 2014, le Malawi en 2015 et le Kenya en 2016, voici les hommes de Dieu au Cameroun en 2017 pour une édition spéciale. En organisant ce forum, c'est un forum de pensée, de réflexion, mais nous voulons que ces pensées soient soutenues par les valeurs chrétiennes, bibliques. Et comme telles, nous sommes certains par la foi, nous pouvons mieux faire. Nous pouvons mieux développer notre continent, nous pouvons mieux partager nos idées, nos expériences, parce que c'est ensemble que nous pouvons porter le fardeau. C'est pour cela que cette organisation, ce comité qui s'est attelé à travailler, à inviter les uns, les unes et les autres pour une bonne cause, à savoir l'Afrique doit être debout à partir des valeurs bibliques. Il s'agit en effet d'encourager les dirigeants à relever les défis et à saisir les opportunités en faveur de l'Afrique avec soutien et solidarité, qu'en est le Forum ABLI au début de l'année 2009. Le projet désormais international a pour vision la promotion de l'intégrité dans le leadership pour des nations transformées, fondées sur la vérité et caractérisées par l'amour et la justice. Et nous revenons dans la capitale économique, infrastructure routière au Cameroun. Hier, nous en parlions encore. Cette fois, c'est la mairie de Douala 5e qui s'inquiète, mieux se soucie de son patrimoine routier. Y afférent, elle a lancé ce jour une opération baptisée Bouchage des nids de poule, une manière de recoller les morceaux. Les travaux ont débuté sur l'axe rond-point Petit Pays. Missoké, reportage. Ce n'est pas un lac, ni un étang de poissons. Il s'agit d'un axe bitumé composé de nids d'éléphants qui ont été envahis par les eaux de pluie. Le maire de Douala 5e, Sa Majesté Gustave Ebanda, a décidé de prendre le taureau par les cornes avant que le pire n'arrive dans son territoire de compétence. Ce matin au quartier Makepe, les travaux de reprofilage des routes de l'arrondissement de Douala 5e ont été lancés. Ces travaux consistent uniquement à boucher le nid de poule avec la poselande sur l'axe rond-point Petit Pays, Missoké, en attendant que la communauté urbaine de Douala n'accomplisse sa mission régalienne qui est d'aménager les routes. Les populations, comme vous le savez, ont beaucoup crié, et ce qui est normal. Mais on ne pouvait pas intervenir aussitôt parce qu'il pleuvait encore abondamment. Donc comme les pluies sont en train de baisser d'intensité, la commune d'arrondissement Douala 5e a donc pris sur elle de venir boucher ces trous en attendant l'intervention de la communauté urbaine, parce que c'est du ressort de la communauté urbaine d'arranger les axes bitumés. Les automobilistes et motocyclistes qui font face à de nombreux incidents, car d'importantes pannes régulières de véhicules, expriment leur désarroi envers les dirigeants et certains sont même sceptiques sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 que le Cameroun prétend organiser. Le délégué fait quoi ici à Douala, on ne sait pas. Où l'argent du pays part, où on ne sait pas. Tu as vu tout ce qui se passe là. Il n'y a pas la route. Le quartier est bosse. Et après, on va dire qu'on va organiser la CAN. Là, qu'on va organiser la CAN, les étrangers vont passer ici. Le maire
dans un quartier comme Makepe, on puisse verser de la latérite à chaque moment au lieu de goudronner la route une fois et définitivement. Moi, je trouve qu'il faudrait que les Camerounais se réveillent et que les Camerounais revendiquent ce qui ne va pas dans leur propre pays. En attendant que les nids de poules soient complètement bouchés, les usagers de cette route continuent de créer leurs pistes pour pouvoir joindre un bout à l'autre. Le parcours du combattant reste encore long. Et voici qui n'est pas loin du précédent sujet. Intéressons-nous à certains signaux qui nous servent de boussole, voire de repères. Vous l'avez sans doute compris, il s'agit des plaques signalétiques dans la ville, alors qu'elles doivent être visibles et en bon état. Dans le souci d'orienter, d'aucuns diront de guider, elles sont malheureusement de moins en moins en vue dans la capitale économique camerounaise et du coup sont accusés l'incivisme et d'autres mots. Edwige Biolé, Thierry Célané. Circuler dans la ville de Douala n'est pas la chose la plus aisée au monde. Ajoutez à cela l'incivisme dû au comportement de certains usagers, mais également à la négligence en termes de panneaux ou de feux de signalisation obscurcis par des aménagements frauduleux. Et des raisons n'en manquent pas. Je suis arrivé ici, il n'y avait pas le goudron. Je me débrouille jusqu'à aujourd'hui là. Donc en plaçant le panneau, je ne peux pas mettre la date sur ma tête, mais le panneau on l'a placé après nous. Depuis que nous sommes ici, le panneau est venu après nous. Alors, on n'a pas la date fixe dans la tête. Conséquence, ces plaques signalétiques se retrouvent coincées entre des toitures, à défaut d'être utilisées comme support de son parasol ou de sa marchandise. N'étant plus assez ou pas du tout visibles, elles ne peuvent dans ce cas informer ni guider, encore moins faciliter l'orientation dans l'espace public. Ces panneaux cachés là, ça nous dérange car nous, quand nous garons pour laisser les clients, nous ne savons pas là où normalement on doit laisser les clients. Comme c'est caché là, comme on garde là où il ne faut pas, les gars de la commune sortent subitement, ils prennent nos clés, ils disent là on va partir payer les taxes pour qu'on lâche notre moto et nous bicher. Parce que normalement on voit qu'on n'a pas garé là où il fallait. Donc on aimerait que tous ces panneaux cachés là soient bien mis sur la voie publique. Et même ceux qui ont pris soin de placer une plaque bien en vue sont victimes de cet incivisme. Des cas similaires ne sont plus à démontrer avec des plaques et panneaux inexistants aux endroits appropriés ou tout simplement vieillis par l'âge. Dit qu'à Douala, les plaques signalétiques sont de façade, plus enclines à dérouter l'usager qu'à le mettre sur le droit chemin. Incursion ce soir dans le milieu carcéral au Cameroun. Le mouvement d'humeur des détenus de la prison centrale de Bafoussam, après le décès de l'un des leurs tué par un geôlier, vient remettre sur la sellette le côté grincheux de l'univers carcéral. Prison surpeuplée, absence de soins adéquats et la liste est non exhaustive. Toute chose qui expose nos prisons à une implosion. Écoutons à ce sujet Hervé Mokoré. Mardi 19 septembre 2017, un détenu de la prison centrale de Bafoussam qui tentait de s'évader a été froidement abattu par des geôliers. Solidaires, les détenus de cet univers carcéral se sont révoltés pour condamner cet acte selon eux inhumain. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre et d'âpres échanges entre le gouverneur de la région de l'Ouest et les détenus pour que la prison de Bafoussam retrouve son calme habituel. Un calme habituel, mais il faut le relever apparent, car à l'instar des autres prisons bâties sur l'ensemble du triangle national, la prison de Bafoussam est une véritable poudrière, un baril près duquel la moindre étincelle pourrait bien provoquer une explosion difficile à maîtriser. À Bafoussam comme ailleurs, être prisonnier au Cameroun n'a jamais été du plaisir, c'est loin d'être aisé. Le premier problème ici est celui de la surpopulation carcérale, avec ce que cela engendre comme conséquence, à savoir conditions d'hygiène et de propreté. La prison centrale de Yaoundé compte plus de 4020 détenus, celle de Dioubel à Douala Tutois, plus de 5000 détenus Bafoussam, 1400, des chiffres largement au-dessus des capacités. Les aiguïtés du milieu carcéral et la surpopulation animalisent cet univers. La plupart des détenus n'ont qu'une envie, recouvrer de manière clandestine la liberté,
quitter ce monde invivable où le moindre espace pour dormir est un luxe, manger presque un exploit. La violence et la consommation de la drogue sont les lots quotidiens. Les efforts du gouvernement, de la société civile et des structures des droits de l'homme pour humaniser ce milieu carcéral sont jusqu'ici insatisfaisantes. Il faut décongestionner les prisons camerounaises, unique solution pour éviter le pire. Et le pire, loin de dessiner le diable sur le mur, est perceptible, car gouverner, c'est prévoir. Affaire victime des logements SIC Southwest International Construction Corporation, les victimes du projet s'en sont remis à l'autorité préfectorale du Vori. La porte-parole du collectif de ces infortunés, Maître Michel Ndoki, rencontré hier, ne cache pas sa déception et même son pessimisme quant à la suite de cette affaire. Nous l'écoutons au micro de Thierry Selané. Voilà au moins 3 ou 4 ans que nous avons le plus grand mal à entrer en contact avec Madame Brigitte Sopo, qui est directrice générale de SAICC. Pourquoi vous avez du mal à entrer? Eh bien, nous supposons que c'est parce qu'elle est à court d'excuses. Parce que dès 2012, elle a commencé à nous expliquer qu'elle avait eu du retard parce qu'il y avait eu un problème par rapport à la propriété du terrain, mais que le problème avait été résolu. Ensuite, par rapport à l'accompagnement du crédit foncier et de l'État camerounais. Et en 2014, on nous a annoncé que le problème avait été résolu. Après, quand elle n'a plus pu nous dire quoi que ce soit, quand nous avons constaté que le terrain en question, il n'y avait plus personne dessus, il n'y avait pas de travaux qui étaient faits, il y a la viabilisation qui a été faite, on a commencé les fondations et puis tout s'est arrêté, le chantier est à l'abandon, le bureau de la direction générale a été fermé, les employés, pour un certain nombre d'entre eux ont été licenciés pour motifs économiques. Alors évidemment, Madame la directrice générale de SAICC, Madame Brigitte Sopo Ngale, est à court d'excuses et nous pensons que c'est la raison pour laquelle nous ne pouvions plus la voir au téléphone, nous ne pouvions plus la rencontrer. Maintenant, quand nous avons saisi l'opinion publique à travers vous, les médias, nous avons enfin pu rencontrer Madame Sopo Ngale sur le site, mais ce n'était pas pour avoir un échange ou une négociation. C'était pour qu'elle puisse encore poursuivre le déballage de ses excuses. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de la préfecture à Douala et nous avons été invités par le préfet à une réunion de concertation. Nous ne voyons pas Madame Ngale alors que le rendez-vous était pris pour 11 heures. Nous espérons que grâce à l'intervention de l'administration, nous pourrons avancer vers une solution de ce litige comme nous l'avons indiqué tout à l'heure. À l'étranger et première escale au Mexique, les secouristes s'activent à retrouver les survivants après le tremblement de terre qui a secoué la région de Mexico hier. Parmi les 225 morts, d'après le dernier bilan, figurent 21 enfants. Une trentaine d'élèves sont toujours portés disparus. France 24. Des chaînes humaines improvisées pour dégager les rues des tonnes de décombres, car les gravats gênent le passage des ambulances. L'édifice au coin de la rue s'est effondré. Ça, c'est du carrelage qui était au 3e et 4e étage. Dans ce bâtiment, les opérations de secours commencent à peine. Impossible de savoir pour le moment s'il y a des victimes sous ces plaques de béton. C'était très violent, le bâtiment s'est effondré 40 minutes après le séisme. Car Mexico n'est pas tiré d'affaire. Des édifices sont tombés en miettes au moment du séisme, mais d'autres plusieurs minutes, voire plusieurs heures plus tard. La moindre réplique pourrait achever de démolir les structures fragilisées. Être à l'intérieur, trop dangereux, alors des milliers d'habitants ont choisi la solidarité. De l'alcool et de l'eau oxygénée, c'est ce dont on a besoin maintenant. Ah, et aussi des lampes et des piles. Impossible de rentrer chez soi. Comme des centaines d'autres personnes, cette femme s'est aménagé un refuge improvisé dans les rues du centre-ville. Ça a été terrible, terrible. On nous a envoyés ici parce que c'est un lieu plus sûr. On va rester ici jusqu'à ce qu'on nous avertisse qu'on peut rentrer chez nous. Mexico n'avait pas connu de telles scènes de chaos depuis plus de 30 ans.
à peine 2 semaines après un autre tremblement de terre qui avait fait plus de 100 morts dans le sud-ouest du pays, mais avait épargné la capitale. Au Kenya, il faut dire que la décision ne plaît pas aux supporters du chef de l'État. Ils ont manifesté hier, notamment 3 semaines après qu'elle ait invalidé l'élection présidentielle. La Cour suprême a publié son jugement complet, les raisons qui l'ont conduit à invalider le scrutin. France 24. Devant la Cour suprême, l'ambiance est électrique. Les fidèles du président Kenyatta défient les partisans de l'opposition, venus eux pour soutenir les juges. Regardez, ils nous ont jeté du gaz lacrymogène. Le président de la Cour suprême lui-même a dit que les citoyens devaient protéger la loi. Nous sommes là pour protéger l'état de droit. Depuis qu'ils ont invalidé la victoire d'Ouro Kenyatta le 1er septembre, les juges sont très critiqués. Certains ont même été menacés par des partisans du président. Pourtant, d'après les magistrats de la Cour suprême, l'opposition a eu raison de contester le résultat de l'élection. L'élection n'était ni transparente ni vérifiable. Pour cette seule raison, nous n'avions pas d'autre choix que de l'annuler. La Cour met en cause la commission électorale qui a supervisé l'élection du 8 août. Elle aurait proclamé les résultats sur la base de documents douteux et aurait refusé l'accès aux juges à ses serveurs informatiques. Notre verdict est simple et selon nous clair et compréhensible. Il devrait conduire la commission électorale à se remettre en question et à tout reprendre à zéro. Difficile alors pour la commission d'organiser la nouvelle élection prévue le 17 octobre. Les conclusions des juges renforcent un peu plus les doutes quant à la tenue de ce nouveau scrutin. Et voici qui vient mettre une boucle à cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention le temps de l'information sur JBS Télévision. Prenons un autre rendez-vous dès demain lorsqu'il sera 21h. Mais d'ici à là, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée.